Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Ok, super. Bienvenue dans ce talk, comme disait Adrien, où nous allons démystifier ensemble l'écosystème API. Ok. Donc là, à vos téléphones, je vous propose de scanner ce QR code. Via l'outil Slido, où nous allons communiquer ensemble durant et rendre interagir ce talk. Et il y a un gaming en fil rouge, et le vainqueur à la fin, bah, il recevra mes félicitations. Alors, ce que nous allons voir, c'est commencer par définir basiquement ce que c'est une API. Ok, je vais vous poser une question après pour voir si vous connaissez ou vous en avez entendu parler et tout. Parce que c'est important de commencer par la base, toujours. En informatique, concept, technologie, on apprend la base, ensuite on va plus haut. C'est comme quand vous allez construire une maison, si vous ne maîtrisez pas les fondations, ça ne sert à rien d'aller plus loin. On verra après le design, la sécurité, le développement, jusqu'au monitoring. Un bonus si on y arrive sur l'apprentissage et acquérir le mindset autour des concepts informatiques. Donc juste un mot pour Allianz, parce que je travaille pour le groupe Allianz, on est leader mondial dans l'assurance. On a une filiale aussi banque, on est plus de 140 000 dans le monde de collaborateurs. Voilà, on est les plus forts dans l'assurance, tout simplement. Voilà. Donc, API, c'est quoi? Du coup, est-ce que vous pouvez me répondre via vos téléphones, pour ceux qui le souhaitent? Connaissez-vous le concept API à ce jour? Donc j'entends parler, je maîtrise, donc c'est nickel. Je connais bien. Non, je n'entends pas parler. Et aujourd'hui, j'entends parler. Donc, ok, vous êtes au bon endroit du coup. Même ceux qui connaissent bien, vous allez sûrement apprendre des choses aujourd'hui. Donc, on va prendre un cas réel. Ok? Imaginons que vous allez au restaurant. Vous allez tous au restaurant normalement, au moins une fois dans sa vie. Vous vous présentez, vous êtes client. Dans un resto, il y a la cuisine, où on va cuisiner des plats. Vous avez au milieu un serveur qui va venir vous voir, vous donner un menu avec les entrées, plats, desserts. Vous allez faire votre choix, et derrière, vous allez lui dire par exemple salade César, il va passer la commande à la cuisine. La cuisine, oui, donne ça salade César, et ça arrive. Là, vous allez dire, ok, super. Du coup, le lien avec les API. Eh bien, si on fait le parallèle avec le monde informatique, le client va se présenter en tant que consommateur de votre système. La cuisine, tout ce qui est back-end, tout ce qui est base de données, tout ce qui est mainframe, tout ce qui est algorithme de calcul, des choses qui existent, qui sont là, et qui ne sont pas forcément accessibles. Et au milieu, à votre avis, c'est quoi le serveur? L'API. Voilà. Donc, le serveur représente l'API. Donc, la définition qu'on entend parler partout, c'est Application Programming Interface. Ça, c'est quand on prend mot pour mot. J'aurais pu prendre d'autres A et d'autres P et d'autres I. Hein. Honnêtement, ça a été fait comme ça parce que, en fait, le mot API, c'est pas de nos jours uniquement. Ça existe depuis les années 70. Donc, ce concept-là, c'est juste qu'il est revenu à la mode. C'est comme les Ray-Ban. Quand Nadal, le tennisman, les a remis, tout le monde est allé se jeter sur les Ray-Ban chez Optical Center et autres. Voilà. Donc c'est un peu la même chose, c'est des vagues à la mode. Mais la vraie définition, c'est quoi? Parce que si je m'arrête là, vous allez me dire, on connaît déjà ça. La vraie définition, elle est là. Une API, c'est un contrat. C'est comme le serveur que vous donnez un menu. C'est un contrat qui représente le restaurant vis-à-vis de vous, qui est responsable d'un objet métier, d'un objet. C'est-à-dire le menu est responsable de vous divulguer les plats, les entrées, les desserts, et qui vous rend service, puisque du coup le menu il vous rend service, il vous permet de faire votre choix en faisant une entrée claire, et vous aurez une sortie claire. Si vous commandez une salade César, vous allez voir salade César. Si vous n'avez pas une salade César, changez de restaurant. Voilà. Donc quand on parle d'API, on n'a pas de code encore, on n'a pas de déploiement, on n'a rien du tout. On a juste un contrat. En fait, une API, vous pouvez prendre un papier, un stylo et l'écrire. Voilà. Donc tout simplement, c'est un contrat qui va vous liez avec vos consommateurs pour accéder à quelque chose qui existe derrière. Base de données, comme je disais, mainframe et tout. Voilà, tout simplement. Je m'appelle Rafik Firouk, je suis architecte logiciel. Donc j'ai commencé développeur et après dans le temps, j'ai atteint un niveau d'architecte logiciel chez Allianz depuis 11 ans. Quand j'ai fait mes études, je suis entré dans un grand groupe comme Allianz.
J'ai connu différentes phases d'évolution et de progression et aujourd'hui, voilà, ça fait 11 ans et je suis très content là où je suis et c'est stable, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'après des études, on peut intégrer un grand groupe et durer dans le temps. Alors, je suis speaker aussi, je suis leader de communauté de pratique chez Alliance. On partage des sujets comme avec vous aujourd'hui, mais on le fait chaque semaine. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour les actus, je partage fréquemment. Voilà. Quiz. Un premier, un warm-up, comme on dit en Formule 1 et en moto. Que signifie P dans API? Ça, c'est juste pour l'échauffement. Normalement, on est à 100%. S'il n'y a pas 100%, du coup... Allez, vous avez 5 secondes. 2, 1. C'était programming. Franchement, félicitations. Du coup, il y a un leaderboard normalement. Voilà, c'est ça. Donc, Ambre, elle est en tête pour le moment. Ok, allez, on passe à la phase design. Du coup, API design. Le design, c'est quoi? Parce qu'on entend parler souvent de ce mot quand on va commencer à concevoir des API. Le design, le mot, donc toujours se référer à ce qu'on entend. API, on a défini. Maintenant, le design, c'est concevoir des solutions suivant un besoin client. C'est-à-dire, le client, vous aimez un besoin, vous n'allez pas inventer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que dit votre client ou qui s'en rapproche. Il faut qu'on respecte ce que veut le client, point barre. Et respecter son investissement aussi. Donc, les cas euros. Dans le domaine, dans la vie professionnelle, vous avez divers types de design qui peuvent exister. Aujourd'hui, je les mets là. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux, le fonctionnel et le logiciel. Donc le fonctionnel, c'est tout ce qui est, j'ai mon client voilà, qui me dit je veux une gestion de stock de produits, et vous avez généralement un designer. Je dis designer, ça peut être des architectes, ça peut être ce que vous voulez. Parce que voilà, aujourd'hui, on peut associer ce qu'on veut à un titre de métier, il faut voir vraiment le contenu de la mission. Je vais dire un designer qui est responsable de la conception des API. Il va entendre le mot gestion et produit. Derrière, tout de suite, il pense API. API quoi? Pour gérer les produits. Voilà. Donc le produit, c'est un objet métier, c'est un objet réel de la vie courante. Et on va créer une API suivant qui va nous permettre de nous gérer les produits. Avant de rentrer un peu plus dans la tech, c'est important de connaître ce que c'est REST-JSON. Je pense que la plupart vous connaissez peut-être. Mais REST-JSON, là je mets des définitions, si vous voulez, académiques. Mais REST, c'est un peu un ensemble de... Vous savez, dans le protocole HTTP, vous avez du GET, du POST, du PUT, du DELETE, voilà, qui permettent de créer. Le POST, par exemple, il permet de créer. Le PUT, c'est pour mettre à jour. Le DELETE, c'est pour supprimer. Le GET, c'est pour avoir des données. Et REST, il est là pour vous contraindre à savoir utiliser ces verbes HTTP, très simplement. C'est un peu plus compliqué que ça quand vous allez lire des choses, mais si vous comprenez ça, c'est suffisant. REST, il va venir vous dire, si vous voulez faire une recherche, faites un GET avec une donnée. N'envoyez pas de body. Ça ne respecte pas les contraintes REST. Et le JSON, ça va être le langage qu'on utilise, le contenu du format. Voilà. Quand vous allez voir une requête, vous allez avoir une réponse. Dans quel format? Ça va être du JSON derrière. Donc JSON, c'est objet, clé, valeur. La valeur peut être à son tour un objet, clé, valeur, ainsi de suite. Maintenant, comment on écrit une API? Divers standards existent. Divers standards, il y a GraphQL qui est très connu, Ramel, j'en ai fait du Ramel, GraphQL aussi un tout petit peu. Mais moi, mon favori, c'est OpenAPI. Facilitation d'utilisation, documentation complète, gros groupe communautaire soutenu par Google, Microsoft. Voilà, c'est un standard qui va vous permettre d'écrire votre contrat API. À chaque fois, je dis contrat API, vous avez vu, hein, je ne dis pas écrire votre API, ça ne veut rien dire cette phrase, écrire votre API. On écrit un contrat sur lequel va se baser l'API pour communiquer avec ses serveurs. Et c'est écrit en YAML. YAML, c'est un autre format de langage aussi, standard, qui va vous permettre d'écrire un contrat OpenAPI. Après, on a Swagger. Donc un designer, il se base sur OpenAPI pour écrire son API. Et ensuite, il y a Swagger. Swagger, c'est un peu la partie outillage.
on va intégrer un contrat API et on va commencer à tester, à designer notre API dessus. Donc c'est un outil qui va nous rendre un peu plus joli. Là, je mets une capture et ça va nous permettre après d'écrire simplement une API, de pouvoir commencer à la tester via un client et tout. Et on fait une confusion généralement entre OpenAPI et Swagger. En fait, OpenAPI n'existait pas avant Swagger. Swagger est détenu par SmartBeers, la compagnie SmartBeers, qui a offert en 2015 à la communauté API son standard. Parce qu'avant, c'était Swagger qui avait les standards d'écriture des contrats API. Et ensuite, il a offert à l'OpenAPI Initiative, qui est la communauté, qui a repris ça. Et en 2017, ils ont sorti la 3.0. Donc, vous allez trouver peut-être des contrats API avec Swagger 2.0 en tête. Et vous allez aussi trouver des contrats avec OpenAPI 3.00. Si vous avez des contrats OpenAPI 2.0, c'est que c'est pas bon. On peut transformer du Swagger 2.0 en OpenAPI 3.0, bien sûr. Il y a des outils qui permettent de le faire ça. Donc ça, c'est important de faire, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent et te disent, donne-moi ton contrat Swagger alors que c'est de l'OpenAPI qui manipule. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, de séparer les deux. Aujourd'hui, on fait de l'OpenAPI. Swagger, on va l'utiliser pour tester, pour designer et tout. Maintenant, la partie sécurité. Dans le domaine de la sécurité, vous allez entendre, ou vous entendez, c'est important de savoir qu'il y a les 3A, donc les 3A. Authentification, autorisation et accountability. L'authentification, c'est un peu qui m'appelle. Et êtes-vous vraiment vous? Voilà. Je m'appelle Rafik Ferrouk, je veux accéder à un bâtiment. Donc, ok, vous êtes sur la liste. L'agent me dit vous êtes sur la liste, mais est-ce que c'est vraiment vous? Je montre ma pièce d'identité. Donc ça représente moi. L'autorisation, c'est j'accède au bâtiment, mais je ne suis pas autorisé à tous les étages, à toutes les salles et tout. Donc à quoi je suis autorisé. Et la traçabilité, c'est tracer tout ce que je fais. J'ai accédé à la tâche 2, j'ai ouvert la salle 5, j'ai essayé de forcer la salle 6. Voilà. Tout ça, c'est en cas de faille de sécurité qu'on remonte tout ce qui s'est passé dans notre système. Donc une API, elle doit se baser sur les trois, si vous voulez faire de la vraie sécurité. Donc en termes d'authentification, on a Basic Auth, qui consiste à envoyer un user password dans le header. Donc généralement, la plupart utilisent ça parce que c'est simple à mettre en place, mais il y a énormément d'inconvénients aussi. L'API key aussi. Dans le header, on met juste une API key que moi, producteur, je donne au consommateur. Ça me permet d'identifier juste la planche générale. Ça ne me permet pas de dire que c'est Rafik ou Mathieu ou autre qui a appelé. Et on a O2, OpenID Connect, Pixie, tout le monde les utilise à tort et à travers. Mais là, pour simplifier, vous savez quand vous allez sur des sites qui vous proposent de vous inscrire via Google, ça vous débranche chez Google, Gmail, vous vous authentifiez, vous revenez vers le site. Vous êtes en train d'exécuter un process basique OO2 à 3 acteurs. Le client, le serveur, donc le site web, et un identity provider. Ou un resource provider, où vous pouvez lui donner un terme, une instance de confiance, voilà. Donc chaque doc utilise un terme à part. Après, il y a l'OIDC, je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà, sinon je vais rester 1h30 et Adrien va me tuer. Donc, et après, on a la sécurité by design. C'est pourquoi je vous parle de sécurité avant le code. Parce qu'un designer aujourd'hui, il doit savoir, enfin il doit, guillemets, si on peut, concevoir le contrat de l'API avant de passer au code. Et c'est pour ça que on a OpenAPI qui qui vous permet de spécifier les standards de sécurité que je viens de vous exposer, comme Basic Auth, API Key et tout. Donc une fois qu'on a notre contrat API, là c'est la sécurité conçue et tout, on passe au cycle de développement. Donc là on va rentrer dans le coding. Le truc le plus amusant de la Terre pour un informaticien normalement. Donc le développement, ça va consister à intégrer le contrat que mon designer a fait. Et à partir de ce contrat, vous êtes d'accord? Moi, je suis dans l'expertise Java. Spring, Spring Boot. Voilà. Donc, si j'ai quand même un contrat API, je ne peux rien faire avec. Mais grâce à Maven, qui est un outil de gestion de cycle de vie de développement,
on va pouvoir générer les POJO Java, les interfaces REST, et pouvoir commencer à coder. C'est-à-dire, si mon contrat API, il y a un endpoint qui me dit get product, et derrière, grâce à Maven et OpenAPI Generator, qui est le plugin Maven, eh ben, on va pouvoir générer le POJO et commencer, et l'endpoint REST automatiquement. Et si on a un temps, je vous montrerai en démo. Sinon, je vous filerai un lien GitHub d'ici la fin du mois. Comme ça, via Adrien, et vous pourrez constater par vous-même cela. Maintenant, pour le process de dev. J'ai mon contrat, je génère via le plugin Maven mes POJO. Je développe mon use case métier. Donc, get product, je vais sûrement accéder à une base de données, faire mes select, MongoDB ou SQL, ce que vous voulez. Et je retourne le résultat. Et après, je déploie via Spring Boot, qui est un outil très simple, vraiment une librairie très simple à utiliser, où ça déploie et je peux tester, commencer à tester en local. Maintenant, dans le monde API, on parle beaucoup d'agilité aussi, parce qu'on travaille en contexte agile. Aujourd'hui, la plupart des entreprises vont vers ça. Je vais vous dire un truc. Contexte agile, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler dans un contexte agile pour réussir. Il y a des entreprises qui sont restées en cycle en V, ou qui n'ont rien du tout, et qui réussissent parce que leurs clients sont contents. Là, moi, aujourd'hui, je travaille dans un contexte agile depuis 4-5 ans. Donc, je ne suis pas un expert en agilité. Là, je vous ai mis une définition de base. Parce que pour moi, être agile ou travailler dans un contexte agile d'entreprise, c'est s'adapter au changement, s'engager vis-à-vis d'un investissement. Parce que vous avez un client qui vient investir, en fait. Qui va investir de l'argent. Vous allez vous engager vis-à-vis de cet argent pour rendre heureux votre client à la fin. Donc c'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont en cycle en V aujourd'hui, leurs clients sont contents. Ils vont penser peut-être basculer en agile un jour, mais ils ne sont pas forcés forcément. Mais là, aujourd'hui, là, ça roule très bien, ça marche très bien chez Allianz aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'en parle. Maintenant, le lien entre API et agile, parce qu'on peut se dire, il n'y a aucun lien. Mais il y a le concept des feature toggle. Moi, je l'utilise vachement au quotidien. Et feature toggle, c'est un moyen d'activer ou de désactiver à chaud une fonctionnalité, sans qu'on redéploie, sans qu'on modifie le code et tout. Donc par exemple, vous avez votre API product, vous avez commencé à développer l'endpoint qui permet de supprimer un produit, mais vous ne l'avez pas fini et on doit aller en prod. On doit aller ouvrir aux utilisateurs finaux notre API. Qu'est-ce que vous faites? La plupart, ils commentent le code, voilà, ils retestent et tout. C'est le bazar. Maintenant, il y a le concept des feature toggle. Vous allez venir poser votre condition if, else, très simplement. Mais derrière, l'intérêt, c'est que vous allez utiliser des outils comme ToggleZ, FF4J, qui sont libres et propriétaires comme Unleash. Nous, comme Alliance, comme on est riche, on a ToggleZ et Unleash. On a les deux. Voilà. Donc, on peut acheter les 5, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc ça va permettre, c'est des outils qui vont vous permettre de créer votre feature toggle, d'avoir des boutons d'activer et de désactiver à chaud. Et dans le code, vous allez juste appeler cette base de données pour avoir la valeur true-false. Donc voilà. Maintenant, on passe au test. Et là, le test, là, je vous ai mis 7 types de tests. On va en décrire 4, mais il y en a qui vont sur 15-20 types de tests. On va commencer par les tests unitaires et d'intégration. Donc les tests unitaires, c'est, vous avez votre classe, vous avez vos couches logicielles, vous allez tester unitairement, par exemple dans une classe, vous avez plusieurs méthodes, vous allez tester unitairement les méthodes qui représentent la classe de votre API. Et les tests d'intégration, en simplifiant au max, ça va venir couvrir l'ensemble. Voilà. Si vous avez une méthode 1, 2, 3 qui s'enchaînent, vous allez tester unitairement et ensuite vous allez, avec des tests d'intégration, venir tester l'ensemble. Donc vous pouvez utiliser JUnit 5 dans le monde Java, avec Mockito pour moquer si vous voulez. Et la partie test d'intégration, Postman peut suffire. Moi je connais aujourd'hui des entreprises qui font que du test fonctionnel. Test fonctionnel, c'est un peu comme les tests d'intégration technique, c'est juste que là on va vérifier des vrais cas métiers, business. C'est-à-dire, si vous avez un site qui fait de la tarification, dans les tests fonctionnels, on va écrire, en utilisant par exemple plugin Maven, Postman, Newman, vous allez lui dire,
pour telle requête, je dois m'attendre à tel résultat, pour telle requête, je dois m'attendre à tel résultat, et vous mettez 20, 25, 30, 100, 200, comme vous voulez. Et Postman Human est capable de les exécuter à la chaîne et de vous faire un dashboard à la fin, comme ça. Bien sûr, il y a du HTML pour avoir un peu plus joli. Mais il y a des entreprises aujourd'hui qui font que du test fonctionnel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne trouvent pas d'intérêt à faire des tests unitaires ou des tests d'intégration. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il ne faut pas en faire. Il faut apprendre ce que c'est, savoir ce que c'est, pratiquer. Mais voilà, eux, les tests fonctionnels leur suffisent pour dérouler leur cycle de développement et s'assurer que leur API fonctionne bien. Voilà. Après, on a les tests de performance. Tests de performance, c'est des tests en masse. C'est-à-dire, avec Gatling, par exemple, utilisable via Maven aussi. Moi, voilà, Maven, j'ai un cadre à la maison écrit Maven, c'est génial comme outil. Et via Gatling, on peut spécifier et écrire des tests en Scala. Langage objet, ça va. C'est pas meilleur que Java, mais voilà. Mais ça permet d'écrire des tests. On va dire, alors, quand tu vas lancer les tests de performance, simule 1000 utilisateurs en parallèle qui font telle requête. Et là, ça va commencer à bombarder votre API et voir si elle est résiliente. Si elle s'adapte au choc, au changement, à la charge et tout. C'est très important de détecter ça au plus tôt du cycle de développement. Parce que la plupart du temps en entreprise, aujourd'hui, on attend la pré-prod. C'est-à-dire on valide l'ensemble du cycle. Avant d'aller en prendre, on exécute les tests de charge. Mais c'est un peu trop tard. Quiz. Allez, ça va vous réveiller un peu pour ceux qui peut-être qui sont fatigués. Allez. Donc, quel terme est associé à la spécification d'écriture de contrat d'une API? Pas simple la question, hein. Enfin, l'énoncé. Du coup, c'est OpenAPI. Ensuite, quelle méthode d'authentification API utilise une clé statique fournie dans le header d'appel à l'API? Bien sûr, en cas d'égalité, c'est le plus rapide qui passe. Le ou la plus rapide. C'était API key. Et le dernier avant de continuer, quel type de test vise à vérifier le bon fonctionnement technique du regroupement de l'ensemble des parties composantes d'une application logicielle? On triche pas ici. C'était les tests fonctionnels. Ah bah non, pardon, d'intégration. Excusez-moi. Matteo, Flavio, Julien. Allez. Je vous ai fait peur, hein. Ok. Intégration, deployment. Du coup, là, on a développé notre API, on l'a conçu, on a développé, on a mis en place nos features toggle si on a besoin, on a testé, et là, on passe au déploiement. On a écrit nos tests. Pas forcément testé, mais on a écrit, on a tout préparé. Et déploiement, je ne mets pas exprès le terme CI/CD. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, aujourd'hui, moi, je fais de la CI/CD, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est CI/CD, ils ne savent pas ce que c'est intégration et deployment. Intégration, c'est un peu le processus qui va prendre le code de votre API, qui va lancer la compilation, le build, le test et tout. Et la phase deployment, ça va venir prendre le package qui a été généré depuis la phase d'intégration et commencer à le déployer pour le mettre à disposition de vos utilisateurs. On confond souvent deployment et delivery dans le contexte API ou logiciel généralement. Deployment, c'est passage automatique en prod. Ce que fait Amazon par exemple, ou tous les GAFA. Hein. Dès qu'il y a une évolution, ils ont leur brique de test automatisé qui passe, ils balancent direct en prod. Nous, chez Alliance, on n'a pas fait ce choix-là, on fait du delivery. Voilà, on a des gros chiffres d'affaires à gérer aussi. On n'est pas e-commerce comme Amazon, on fait de l'e-commerce mais sur des contrats d'assurance, donc c'est un peu plus risqué. Donc on fait du delivery, c'est-à-dire qu'on arrive à valider notre package et avant de passer en prod, on a des scripts automatisés qui vont permettre de passer en prod, mais dans la nuit, en asynchrone, c'est pas immédiat.
Là, du coup, je ne vais pas dire DevOps. Vous m'excuserez parce que DevOps, on en a pour 1 heure aussi. Donc là, on va dire on a un grand 8. Ok. On va commencer par la partie code. Comme on a vu tout à l'heure, Java, Spring, Spring Boot, on commence à faire implémenter notre API, on intègre le contrat API. Après, on passe en phase pull request. Donc, quand je veux faire évoluer mon API, un développeur il va créer une pull request. Normalement, alors, il y a dans Git, par exemple, qui est un gestionnaire de version de code, vous avez une branche principale. Moi, quand je veux faire évoluer un développeur de mon équipe, par exemple, qui veut faire évoluer l'API, il ne va pas directement mettre dans la branche principale et balancer ça en non-prod prod. Il va créer une pull request, c'est-à-dire une requête de diff entre le code de la branche principale et le code qu'il a fait. Ça permet de mettre des reviewers, des tech leads, des référents tech, qui vont permettre manuellement de revoir le code et voir si respect des bonnes pratiques, lui proposer des axes d'optimisation, d'amélioration et tout. Ensuite, on se base sur Jenkins et avec un pipeline écrit en Groovy, on va écrire toutes les étapes de build, de test en Groovy, qui est un langage de programmation aussi, sur lequel va se passer Jenkins. Jenkins, c'est un outil, c'est un orchestrateur. C'est une interface graphique qui va vous permettre d'afficher en joli vos jobs de build, de test et tout, mais il faut lui dire ce qu'il doit faire. La partie test, comme on a vu. Après, une petite couche de analyse de la qualité et de la sécurité du code. Voilà, nous, on utilise SonarCube, Checkmarks pour la partie sécurité du code. Et ensuite, on génère Maven, et du coup, il reprend la main pour générer le jar. Le jar qui représente le code Java de votre API. On passe au déploiement, on a du Jenkins, Docker, Kubernetes. On va faire un petit zoom sur ça. On balance des notifications sur des channels Teams, Slack. Aujourd'hui, on était en Slack, on est passé à Microsoft Teams. C'est 2 outils de messagerie. Normalement, vous connaissez Slack, il est très répandu. Il y a Teams aussi qui marche bien. Donc, ça permet d'alerter toutes les équipes du projet, comme quoi on a une API V3.0 qui est en train d'être déployée ou qui a fini d'être déployée dans tel environnement ou en production. Et on manage ça via Amazon EKS, qui est un outil qui va venir manager un ensemble de pods Kubernetes et tout. On va faire un zoom pour que je vous donne. Et le monitoring, point d'interrogation, on va voir ça après. Donc la partie deployment, Docker, conteneur d'image, il va prendre le jar de votre API et le déployer au sein d'un conteneur pour l'ouvrir à l'extérieur. Pour un souci de management, on a besoin de Kubernetes parce qu'un management et de scalabilité, c'est plus simple de scaler. C'est-à-dire si j'ai besoin de 2, de 3 instances, 4 instances de mon API, c'est plus simple de passer par Kubernetes que Docker directement. Et on manage ça via Amazon EKS. Donc c'est un peu, Amazon EKS va venir manager un ensemble de pods et les pods vont manager un ensemble de conteneurs. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je sais comment ça marche. J'en fais un tout petit peu, mais il y a une équipe d'architectes cloud qui font ça jour et pas nuit. Voilà. Ça arrive les nuits. Maintenant, API Gateway Management. Alors là, ceux qui vous disent aujourd'hui, vous pouvez poser la question suivante. Si quelqu'un vient vous dire, moi je fais de l'API Management, dites-lui, ok, mais c'est quoi une API? La plupart ne savent pas répondre. Parce que aujourd'hui, on tombe je vais vous expliquer ce que c'est, mais on tombe dans le piège où on maîtrise un outil qui fait de l'API Management, mais on ne sait pas ce que c'est une API. C'est ça le piège. On fait sens inverse au lieu de partir de la base. Donc le management, c'est une solution clé en main qui va couvrir l'ensemble du cycle de développement de votre API. Voilà. Donc il y a des choix, il y a des entreprises qui ont fait ce choix d'acquérir de l'API management. Tout ce que je vous ai montré, code, Java, machin et tout, ils le font là. C'est-à-dire ils écrivent un contrat OpenAPI dedans, ils génèrent des POJO à la sauce de l'outil API management, et après ils exposent, ils font des tests. Mais voilà, nous, on n'a pas fait ce choix-là. On laisse les développeurs faire le métier et ceux qui font de l'API management, ils font leur métier. Il y a aussi la notion de l'API Gateway. L'API Gateway, c'est un sous-ensemble de l'API management. C'est très important de le savoir et je vous en parle du coup. C'est la partie Security Only Gateway. La Gateway, tous les flux qui vont venir vers vos API, elle va vous permettre de les sécuriser, de les contrôler. Par exemple, vous dites, moi, je ne veux pas recevoir plus de 50 requêtes vers mon API en 1 seconde. Voilà. S'il y a un 51e appel, il sera rejeté.
Donc si quelqu'un, ça c'est un aspect de sécurité, si quelqu'un veut faire du DDoS, qui est une faille de sécurité majeure, hein, il essaie de faire tomber votre API, ben, tu lui dis voilà, 50, vous le rejetez et du coup ça permet de sécuriser votre API. En termes de solutions, vous avez des solutions open source comme Netflix, Zool. Donc Zool, c'est un peu une API gateway que vous allez coder, voilà, qui est développée et maintenue par Netflix. Il y a Spring Cloud Gateway aussi. Et en termes de solutions d'API management, la plupart, c'est la majorité, c'est des propriétaires, donc il faut payer pour les acquérir. Nous, on a APG chez Allianz. Donc aujourd'hui, comment ça se passe? Je développe mon API, je la code, donc j'encadre des équipes et tout, on leur dit, voilà, il faut utiliser OpenAPI, Spring Boot, Java et tout. Quand ils la déploient, elle est prête à l'emploi, on dit à l'équipe APG de se connecter à cette API. Ils vont appliquer les patterns de sécurité, monitoring analytics, et comme ça, un consommateur, il peut m'appeler via APG pour aller taper sur mon API. Et la dernière partie, c'est le monitoring analytics. Ouais, on aura du temps pour la démo du coup. Donc, monitoring analytics, maintenant, on a conçu l'API, on a développé, on a écrit nos tests, on a un CI/CD qui roule. Voilà, je l'ai dit parce que je vous ai expliqué ce que c'est. On a de l'APG, on a de l'API management, de l'API gateway, on est bien. Maintenant, il faut monitorer. Monitorer, c'est surveiller. C'est-à-dire, voilà, c'est surveiller ce qui se passe sur votre API, être alerté techniquement s'il y a un problème et tout. Et l'analytics, c'est analyser les données que traite votre API. Par exemple, une API qui fait la gestion de produits, je veux bien savoir combien de produits ont été créés aujourd'hui, combien de produits ont été mis à jour, combien de produits ont été supprimés. Voilà, c'est utile pour le business. Pour un client qui paye pour avoir cette API, bah, c'est utile qu'il sache tout ça, quoi. Donc l'analytics va venir exposer tout ça. Solutions du marché, les plus en vogue, c'est Prometheus, Grafana pour la partie monitoring technique. Là, on va avoir les métriques sur les CPU, la RAM, les flux d'entrée et sortie réseau, la taille des flux entrée réseau. Donc c'est plus. Donc Prometheus va un peu sniffer entre guillemets tout ce qui fait l'API, tout ce qui se passe, et il va pousser ça à Grafana, qui est un outil de dashboard. Donc c'est des dashboards prêts à être alimentés pour vous exposer des choses. Voilà. Ils sont open source, mais par contre, quand vous allez pousser l'utilisation pour Grafana, ça devient payant. Dynatrace, c'est un peu la même chose, c'est des concurrents avec le duo Prometheus Grafana. Et Splunk, c'est plus pour la partie analytics. Aujourd'hui, moi, j'utilise beaucoup Splunk. Mon API va loguer des choses en Java. Toutes les logs, tout le journal de ce qui se passe au sein de l'API va être poussé à Splunk, qui va, et je vais me baser via des requêtes pour créer mes dashboards d'analytics et tout. Voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, je remets un peu tout le grand 8 en ajoutant la partie monitoring, la partie APG et la partie ToggleZ Unleash. Takeaway, je vous mets la définition de base et la roue de la fortune. Donc voilà, c'est un peu, ça résume un peu tout ce qu'on a vu pendant ce talk, du design jusqu'au monitoring analytics. Allez, on finit par un quiz, après on fera un petit peu de démo. Je crois qu'il me restera 5-8 minutes pour la démo. Allez, quelle phase permet de mettre à disposition un livrable dans le grand 8? Il y avait à un moment donné, fallait suivre. Ça montait vers le haut comme ça. C'est release, bravo, la majorité, nickel. Quel est le rôle principal d'une API Gateway dans le contexte du développement d'API? C'est quoi le rôle principal d'une API Gateway? Ça, je l'ai dit, il y avait un trait rouge. Gérer cycle, faciliter la sécurisation, générer automatiquement les POJO. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et déployer rapidement des applications. C'était faciliter la sécurisation des API. Bravo. Quel élément est essentiel pour assurer l'interopérabilité d'une API dans un écosystème logiciel diversifié? Là, il fallait le déduire un peu, je l'ai pas. Enfin, voilà, c'est la dernière question.
Modèle, tarification, interface. Conformité au protocole. Bravo. Vous êtes au top. Alors, Flavio, tu as gagné. Si tu veux être Flavio. Ah. Bravo Flavio, Matteo, Colin, Marlon, Julien. Mes félicitations Flavio comme premier. Maintenant, une petite live démo. Alors, vous voyez mon écran. Donc là, je suis sur mon environnement de développement intégré. Moi, j'utilise IntelliJ. J'ai beaucoup utilisé dans ma vie Eclipse et NetBeans. Mais pour moi, IntelliJ, c'est voilà, c'est payant, mais c'est l'un des plus puissants. Là, c'est un contrat OpenAPI. Donc, un contrat OpenAPI, je commence à définir un peu les infos sur la compagnie, le versionning et tout. Et après, je commence à documenter. Donc, le designer commence à documenter. On peut ne pas être un techos, un codeur, et faire ça, hein. Donc, aujourd'hui, il y a des designers, moi, avec qui je travaille, qui font ça. Donc, je dis, voilà, pour mon API de gestion de produits, je dis, j'ai un get qui va me permettre de retourner l'ensemble des produits, ou je l'appelle sans body, sans rien du tout. Il va me retourner, du coup, ici, je dis, tu retournes un array, donc dans le returns 200, qui est un OK, tu retournes un array product. Pour le post, c'est un peu autre chose. Du coup, là, on crée un produit. Je lui dis, OK, pour ceux qui veulent me créer un produit, voici le contrat pour ça. Vous passez à un objet new product qui va contenir le nom, le tag et la quantité. Le nom, tag, c'est catégorie, la quantité. Et, voilà. Donc, et ainsi de suite pour la mise à jour et la mise à jour et la suppression. Du coup, si je prends ça, je pars sur Swagger Editor. Donc, c'est Editor Swagger.io. C'est très bien. C'est pour ça que je vous disais, Swagger, il sert vraiment à intégrer un contrat OpenAPI. Il va me permettre de vérifier la tête de mon API un peu avec des couleurs et tout. C'est sympa, quoi. Donc, il y a la partie sécurité que j'ai documentée tout en bas. Là, j'ai mis API Key. Donc, voilà, pour vous exposer ça. On fait de l'API Key en domaine entreprise. Il y a des API où on va juste demander de l'API Key pour ne pas se prendre la tête parce que ce n'est pas des données sensibles qu'on va divulguer via cette API. Donc là, ça me permet de mettre, donc Swagger va me permettre de mettre l'API Key et ensuite de simuler un peu l'accès à mes API. Donc je peux tester. Et derrière, bon, je peux pas tester parce que je suis sur Editor Swagger. Du coup, on va aller sur Postman. Et dans Postman, vous pouvez intégrer le contrat API. Donc c'est un outil de test aussi, Postman, comme je vous ai dit. On fait généralement des tests fonctionnels via Postman, c'est-à-dire vous avez des développeurs qui font que du Postman tous les jours, quoi. Et là, le contrat que j'ai spécifié ici, quand je l'intègre dans Postman, il me génère automatiquement mes endpoints avec la description que j'ai mis et tout. Donc si tu veux tester, par exemple, donne-moi la liste des products. Là, j'ai l'endpoint qui est hébergé en local via Spring Boot. Et du coup, là, j'ai pas de product sauvegardé. C'est un peu dommage. On va essayer de créer un, par exemple, ici. Donc là, c'est la partie product. Je vais dire... Je vais créer un raisin, tag fruit, quantité 200. Voilà. Donc là, il me l'a créé. Je peux aller vérifier dans ma base MongoDB que c'est bien le cas. Donc là, c'est Mongo. Moi, je fais du MongoDB aussi. Je ne fais plus de SQL, bien que c'est bien SQL aussi. Mais voilà, MongoDB, on a fait ce choix-là. Donc là, si je pars dans la collection Product, je trouve mon raisin. Donc si je lui dis de me retourner l'ensemble des products, il va me dire voici votre raisin et ainsi de suite. Voilà. Donc là, vous voyez, je commence à interagir avec mon API, commencer à faire des tests fonctionnels et tout. Maintenant, on va aller voir la partie API. Comment ça s'appelle API Toggle, pardon. Je me perds dans les concepts aussi des fois. Donc ça, c'est Toggle Z. Toggle Z. Ça, c'est l'ensemble des features Toggle sur mon projet actuel. Donc il y en a beaucoup. Pour la démo, je vous ai fait celui-là. Donc il est disabled. Je l'ai mis dans le code, je l'ai mis sur l'endpoint qui permet de faire la suppression. Là, on peut voir du coup que j'appelle l'API feature toggle qui gère l'ensemble de mes feature toggle et je lui dis si il est à false, alors forbidden. C'est-à-dire que je n'ouvre pas l'API pour le moment.
Donc on va tester. Donc je vais faire le delete et là, bam. Donc la suppression de produit est indisponible à ce jour. Si je pars activer ça, donc c'est sécurisé, admin password. Voilà. Non, je veux pas d'effet démo s'il vous plaît. Voilà. Ok, enabled. Donc si je repars, voilà, j'ai un 204 content, ça a été exécuté. Vous voyez, donc au lieu d'aller modifier le code à la main, de redéployer, de tester, de perdre du temps, là, c'est immédiat. Et on le fait en prod même, hein, c'est-à-dire avec des clients utilisateurs finaux. Des fois, on a des fonctionnalités, on nous appelle, on dit ça, elle ne marche plus du tout, cette fonctionnalité, il faut l'arrêter. Et on avait anticipé en mettant un feature toggle, du coup, on part directement via la console désactivée. Et le client est content parce que son site, il continue à bosser. C'est pour ça, client content, s'adapter au changement, contexte agile. Alors, je vais finir, il y a énormément de choses que j'avais prévues, je vais juste peut-être finir sur Grafana. Donc Grafana, c'est un outil d'affichage des métriques API. Donc je le disais, il vient un peu sniffer via Prometheus tout ce qui se passe dans l'API. Et il me le projette, par exemple là, je peux voir que dans un environnement donné, j'ai une API qui s'appelle API Customers. Elle est en termes de mémoire, elle est à 317 consommés. La limite, elle est à 400, donc c'est plutôt bien. En termes de CPU, la consommation, le throttling CPU, c'est-à-dire la limite auquel elle doit s'arrêter de fonctionner si elle atteint un CPU de 0,5. Là, on donne 0,5 core à chaque API. Les network input-output, voilà. Donc, et le dernier, ça va être du Splunk pour la partie analytics, parce que on va sinon à la bourre. Et la partie analytics, si ça marche. Donc, je vais vous montrer un dashboard si ça veut. Donc là, j'ai mon dashboard Access. Non, je ne l'ai pas. Si. Alors là, c'est un dashboard qui est dans un cas réel de production actuellement. Donc, il me met de l'analytics, c'est-à-dire en se basant sur un ensemble d'API, pas uniquement une seule, parce que là, je vous montre un cas, mais sur le projet actuel où je suis, on a 32 API. Donc, qui chacune représente un objet métier et tout. Et là, ça permet de tracer un peu les métriques business que mon client en a besoin. Par exemple, là, depuis ce matin, il y a eu 2 contrats créés pour l'assurance des entreprises. Il y a eu 2 contrats créés. Je peux voir combien de devis ont été créés, combien de tarifications, de simulations de tarifs ont été faites. Et je peux, par exemple, dire depuis le début du mois ou depuis le début du mois, il va me calculer tout ça. Donc voilà, depuis le début du mois, il y a eu 414 contrats créés et 186 erreurs. Pas forcément technique, ça peut être fonctionnel aussi comme erreur. Voilà, donc c'était tout. Donc je reviens à mon diapo et j'en finis. Ah, vous voyez pas? Pardon. Donc là, c'est les références sur lesquelles je me suis basé pour faire ça et ma veille techno. Un petit mot pour dire que dans l'informatique, dans la vie de tous les jours, mais en informatique aussi, allez-y doucement. Aujourd'hui, je vous ai montré énormément de choses. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Comprenez ce que c'est une API, faites du code, des tests, et ensuite, doucement, petit à petit, allez vers de l'intégration, du deployment, du management, des gateways. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout de suite. Et merci beaucoup. Et donc, on a le temps pour prendre une petite question, une ou deux s'il y en a. Direct, tiens. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question, c'est du coup vous parliez de déploiement sous Kubernetes. Est-ce que vous utilisez Grafana aussi pour et les mêmes outils que vous nous avez présentés pour même si vous déployez sous Kubernetes? Oui, très bonne question. Merci. Oui, on l'utilise. En fait, là, je vous ai montré juste la partie software qui intéresse directement l'API, mais on manage de l'Apache. On manage du coup des écrans directement qui sont sur de l'Apache. On manage aussi du Kubernetes, mais ça, c'est une utilisation un peu plus poussée.
Moi, honnêtement, au niveau software, ça ne va pas forcément m'intéresser, sauf s'il y a un problème. Je vais collaborer avec des architectes cloud pour le voir. Mais oui, on le manage. Et du coup, tout ce que crash comme log aussi quand Kubernetes, c'est remonté à Prometheus, à Grafana pour le monitorer. Oui. Une autre question peut-être? Est-ce qu'il y en a une deuxième? Non. Parfait. Merci beaucoup. Encore un grand merci, Rafik. Merci à vous.